Et si lâcher prise était le chemin le plus direct vers ta liberté? Et si vivre avec moins n'était pas une perte, mais un véritable gain? Dans cette vidéo, tu vas découvrir des enseignements puissants du bouddhisme qui peuvent transformer ta manière de gérer le stress, les attachements et tes relations. Ici, il ne s'agit pas de simples théories, mais de pratiques claires et accessibles pour te reconnecter à ta paix intérieure, vivre avec intention et attirer un véritable bien-être, sans courir après lui. Tu apprendras comment cultiver la pleine conscience dans ton quotidien et comment appliquer la compassion sans t'épuiser. Ce voyage va te montrer que tu n'as pas besoin de changer tout ton monde pour changer ta vie. Tu as seulement besoin de changer ton regard. Et c'est ici que ce changement commence. L'art de lâcher prise, se libérer sans renoncer. Lâcher prise ne veut pas dire se résigner. Ce n'est pas fuir, ni abandonner l'amour, tes rêves ou ce qui compte pour toi. Dans la sagesse bouddhiste, lâcher prise signifie simplement cesser de s'accrocher. Et c'est là toute la différence. Quand tu t'accroches, tu te charges de poids inutiles, des attentes, des peurs, des résultats que tu ne peux pas contrôler. Cela fait mal et ça épuise. Le bouddhisme enseigne que la souffrance naît de l'attachement. Le désir, lorsqu'il se transforme en obsession, devient source de douleur. Pourquoi? Parce que tout change. Rien n'est permanent, les personnes, le travail, les moments heureux, même ton corps. Si tu refuses ces changements, tu es condamné à lutter contre la réalité. La première étape pour lâcher prise, c'est de reconnaître ce à quoi tu t'accroches. Une relation qui ne te nourrit plus, une peur qui t'empêche d'avancer, une idée figée de comment les choses devraient être. Observe sans jugement. Voir les choses clairement est déjà un acte de libération. Le détachement conscient n'est pas de la froideur. C'est aimer sans posséder, aider sans contrôler, vivre sans dépendre. C'est te donner de l'espace, ainsi qu'à l'autre, en comprenant que tu n'as pas besoin de retenir quelque chose pour qu'il ait de la valeur. Dans la tradition bouddhiste, on parle des 5 agrégats, la forme, la sensation, la perception, les formations mentales et la conscience. Comprendre que tu n'es pas seulement l'une de ces parties, mais quelque chose de plus fluide, t'aide à te détacher de l'identification rigide à tes pensées et à tes émotions. Tu n'es pas tes réussites, tu n'es pas tes échecs, tu es bien plus que cela. Lâcher prise, c'est comme tenir du sable dans la main. Si tu serres trop fort, il s'échappe. Si tu le tiens avec douceur, il reste. Il en est de même pour les personnes et les expériences. Arrête de serrer. Un exercice pratique consiste à faire un inventaire émotionnel. Prends une feuille et écris 3 choses auxquelles tu t'accroches aujourd'hui. Note pourquoi, ce que tu crains si tu les lâches et quelle partie de toi résiste. Le simple fait de mettre des mots dessus commence déjà à libérer. Tu peux aussi pratiquer la méditation du lâcher-prise. Respire profondément, imagine ta charge comme un sac à dos et à chaque expiration, visualise-toi en train de le déposer au sol. Ce n'est pas de la magie, mais ton esprit apprend qu'il peut s'alléger. Lâcher prise ne veut pas dire tout couper d'un coup, mais relâcher petit à petit ce qui t'empêche d'avancer. Et chaque fois que tu le fais, quelque chose en toi s'agrandit. Ton énergie se purifie, ta paix intérieure s'installe. Lâcher prise, ce n'est pas perdre, c'est faire de la place pour le nouveau. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. La méditation bouddhiste, entraîner l'esprit pour la vie réelle. Méditer n'est pas rester silencieux pour vider son esprit, ni se donner une image spirituelle. Méditer, c'est entraîner ton esprit comme on entraîne un muscle. Être présent, observer sans réagir et choisir avec clarté. Il existe 2 formes fondamentales de méditation dans le bouddhisme, samatha et vipassana. La première, shamatha, est la méditation de la tranquillité. Elle consiste à concentrer ton attention sur un seul point, comme ta respiration. Quand ton esprit s'évade, car il s'évadera, ramène-le doucement, avec bienveillance, comme on rappelle un chiot curieux sans le gronder.
Quelques minutes par jour suffisent pour développer une stabilité intérieure rare. Pas besoin d'un lieu parfait ou d'une heure entière. 5 minutes chaque matin peuvent transformer ton esprit. Assieds-toi, ferme les yeux, observe ta respiration et laisse tout être tel que c'est. La seconde, Vipassana, signifie voir avec clarté. C'est observer l'intérieur de soi avec un esprit calme et remarquer comment naissent tes pensées, comment changent tes émotions, comment réagit ton corps. Tu ne juges pas, tu ne modifies pas, tu regardes simplement. Et cette observation te libère. Des études scientifiques montrent que la méditation réduit l'activité de l'amygdale, la zone du cerveau liée à la peur et à la réactivité. Moins de réactivité, c'est plus de sérénité et de meilleures décisions. Et la méditation n'est pas limitée à la position assise. Tu peux méditer en marchant, en mangeant, en lavant la vaisselle, du moment que tu es présent. Sens le contact de tes pieds avec le sol, le goût de ta nourriture, le vent sur ton visage. Thich Nhat Hanh disait que tout moment peut devenir une méditation si tu y mets toute ta présence. Pour l'appliquer chaque jour, au réveil, avant de toucher ton téléphone, prends 3 respirations profondes en sentant ton corps. Avant de manger, fais une pause de 10 secondes et remercie mentalement pour ce repas. Avant de dormir, repasse ta journée et remarque quelle émotion a été la plus présente, sans jugement. C'est ça, méditer dans la vie réelle. Transformer des instants ordinaires en espaces de conscience. La pleine conscience. Le secret des petits moments. La pleine conscience n'est pas juste une technique, c'est une façon de vivre. Ce n'est pas seulement quand tu médites, mais à chaque instant. C'est sortir du pilote automatique, arrêter d'enchaîner les actions sans remarquer comment tu te sens ou ce que tu penses. Nous vivons souvent déconnectés. Nous mangeons en regardant nos téléphones, nous répondons à des messages en parlant à quelqu'un, nous pensons à demain pendant qu'on nous parle d'aujourd'hui. Cette dispersion alimente l'anxiété, le stress et parfois la tristesse. Quand tu pratiques la pleine conscience, tu commences à remarquer ce qui t'échappait. Ta respiration qui change quand tu es nerveux, tes mâchoires qui se crispent quand tu es irrité, ou tes réponses précipitées quand tu n'écoutes pas vraiment. Tu redécouvres le goût des aliments, le bruit des feuilles au vent, l'expression dans les yeux de quelqu'un. Ces petits détails te reconnectent à la vie. Et surtout, ils t'aident à repérer les micro-moments qui te volent ton énergie. Une phrase intérieure comme « je ne suis pas assez » ou un « oui » prononcé alors que tu voulais dire non. Ce sont ces petites habitudes répétées qui pèsent sur ton esprit. La pleine conscience t'offre la possibilité de les voir et donc de les transformer. Vivre avec attention. Le chemin bouddhiste pour transformer ta vie. Tu ne peux pas changer ce que tu ne vois pas. C'est pourquoi l'attention pleine n'est pas passive. Ce n'est pas rester figé comme une statue. C'est une manière active d'observer ce qui se passe en toi et autour de toi, avec honnêteté et sans jugement. Parfois, on confond la pleine attention avec la relaxation, mais ce n'est pas la même chose. Tu peux être pleinement attentif et ressentir de la colère. L'important n'est pas d'éliminer l'émotion, mais de prendre conscience d'elle au moment où elle se manifeste. Quand tu es conscient de ce que tu ressens, tu n'agis plus par impulsion. Tu ne cries pas, tu ne fuis pas, tu ne bloques pas. Tu fais une pause, et cette pause, c'est la liberté. Tu n'as pas besoin de changer toute ta journée pour vivre avec attention. Il suffit de choisir des moments précis. Par exemple, chaque fois que tu entres dans une pièce, prends une respiration et observe comment tu te sens. Lorsque tu te laves les mains, sens l'eau, la texture du savon, l'odeur. Quand tu bois un café, sois simplement là, sans téléphone, sans précipitation. Au début, cela peut sembler peu, mais ces petites pratiques entraînent ton esprit. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que tu commences à être plus présent avec les autres. Quand tu es avec quelqu'un et que tu l'écoutes vraiment, sans penser à ce que tu vas répondre, sans regarder l'heure, cette personne le ressent. Et toi aussi. Une connexion différente se crée, plus profonde, plus humaine. Dans le bouddhisme, on dit que l'attention pleine
C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Cela ne change pas ce qui s'y trouve, mais cela te permet de le voir. Et quand tu vois avec clarté, tu peux agir avec sagesse. Cela transforme ta façon de répondre aux conflits, de prendre soin de ton corps, de te relier aux autres. Cela change même ton dialogue intérieur, car tu commences à remarquer quand tu es trop dur avec toi-même, quand tu t'exiges trop, quand tu cesses de t'écouter. La véritable transformation ne vient pas de faire des choses extraordinaires, mais de vivre de manière extraordinaire les moments ordinaires. Chaque instant est une opportunité d'être présent, et chaque fois que tu l'es, quelque chose s'aligne en toi, ton esprit, ton corps, ton cœur. La vie, même dans sa simplicité, devient plus pleine. Vivre avec attention pleine, ce n'est pas être concentré comme un moine du matin au soir, mais être plus éveillé dans ta propre vie. C'est ne pas laisser les jours défiler comme un film dans lequel tu n'es qu'un spectateur. C'est revenir encore et encore au moment présent, comme on revient chez soi. Peu importe combien de fois tu te distrais, l'essentiel est que tu peux toujours revenir, car chaque instant est une porte ouverte pour recommencer. Karma conscient. Choisir ce que tu sèmes à chaque acte. Le mot karma est souvent mal compris. Il est devenu une sorte de menace. Ce que tu donnes, tu le recevras, comme un châtiment cosmique pour mauvaise conduite. En réalité, le karma n'est ni une punition ni une récompense. C'est simplement la loi de cause et d'effet. Tout ce que tu fais, penses ou dis laisse une trace. Cette trace n'est pas un jugement, c'est une graine. Et chaque graine porte en elle le fruit qui correspond à sa nature. Si tu sèmes la paix, tu récoltes la paix. Si tu sèmes le conflit, tôt ou tard, il apparaîtra. L'essentiel n'est pas de vivre dans la peur du karma, mais avec conscience. Comprendre que chaque geste, même minime, a une direction. Aider quelqu'un, parler avec respect, écouter avec attention. Tout cela est aussi du karma. Cela crée une atmosphère, influence les autres, façonne ton énergie et ta perception du monde. Cela vaut aussi pour tes pensées. Tu ne peux pas toutes les contrôler, mais tu peux les observer et choisir lesquelles nourrir. Un simple fil de pensée entretenu devient une action, et des actions répétées forment un caractère. Cultiver un karma conscient, c'est observer tes choix en profondeur, non pas avec culpabilité ou obligation, mais avec liberté. Chaque fois que tu agis avec présence, amabilité et honnêteté, tu transformes ton histoire. Le bouddhisme enseigne qu'il y a 3 portes pour créer du karma: le corps, la parole et l'esprit. Ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu penses. Les observer est une pratique constante. Demande-toi, comment agis-tu sous pression? Quelles paroles utilises-tu quand on te déçoit? Quelles sont tes premières pensées quand les choses tournent mal? Imagine que ta journée soit un champ de semis. Chaque conversation, chaque décision, chaque geste est une graine que tu plantes. Certaines poussent vite, d'autres prennent du temps, d'autres semblent invisibles, mais en s'accumulant, elles façonnent ton environnement. Si cet environnement est plein de réactivité, de plaintes et de précipitations, la paix ne peut y fleurir. Mais si tu y mets des pauses conscientes, de la compassion et de la responsabilité, ta vie finit par refléter cela. Le karma n'est pas un destin figé. Ce que tu as fait hier a une énergie, mais ce que tu fais aujourd'hui aussi. Chaque instant est une occasion de prendre une nouvelle direction. Même après des erreurs, tu peux recommencer, réparer, agir autrement. Le karma n'est pas une chaîne, mais une invitation à vivre avec intention. Vivre avec intention ne demande pas de grands changements. Parfois, il suffit d'une pause avant de parler, de respirer avant de réagir, de choisir de ne pas suivre une pensée négative qui t'épuise. Plus que de craindre le karma, comprends-le comme une boussole. Il te rappelle que tout compte, non pas pour te contrôler, mais pour te donner du pouvoir. Celui d'influencer ta vie à la racine, par ce que tu choisis de ressentir, par la manière dont tu traites les autres, par la façon dont tu te tiens dans le monde. Compassion avec limite.
aider sans se perdre dans l'autre. La véritable compassion n'est pas de porter les problèmes des autres sur tes épaules, ni de t'épuiser pour leur bien-être, ni de t'effacer pour eux. Elle naît de l'équilibre, de la compréhension profonde que tu peux accompagner la douleur de l'autre sans t'y fondre. Tu peux être une présence aimante sans devenir le sauveur de qui que ce soit. Si tu te perds en voulant aider, ce n'est pas de la compassion, c'est une déconnexion avec ton propre centre. Souvent, nous confondons compassion avec pitié ou avec l'élan de vouloir résoudre la vie de l'autre. Même si cela part d'une bonne intention, cela peut devenir un piège. Tu te vides, tu t'épuises, et parfois tu crées des relations de dépendance où l'un donne tout et l'autre s'appuie sans grandir. Le bouddhisme enseigne que la compassion est l'une des qualités les plus élevées de l'être humain, mais elle n'est pas aveugle, elle est lucide. Cette lucidité te permet de savoir quand donner, quand soutenir et quand lâcher. Pour cultiver une compassion saine, tu dois d'abord t'inclure. Ce n'est pas simple car beaucoup ont appris que être une bonne personne signifie s'oublier soi-même. Mais tu ne peux pas donner depuis un espace de manque. Tu ne peux pas prendre soin des autres si tu es déconnecté, épuisé ou amer. La véritable compassion naît de l'amour propre, de la connaissance de soi et du respect de tes limites. Aider ne veut pas toujours dire faire quelque chose. Parfois, le geste le plus compatissant est de ne pas intervenir, de laisser l'autre apprendre, de faire confiance à son processus. Être présent sans envahir, écouter sans diriger, soutenir sans absorber la souffrance. Cela demande de la pratique, car l'envie d'aider peut être très forte, surtout envers ceux que l'on aime. Mais avec le temps, on comprend qu'aider, c'est aussi croire en la force de l'autre à trouver son propre chemin. Et c'est là qu'entrent les limites. Dans la culture bouddhiste, un limite n'est pas une barrière, mais une protection saine qui permet à la compassion de rester claire et équilibrée. Le respect, un respect envers toi et envers l'autre. Car si tu te dépasses pour plaire, si tu te tais par peur du conflit, si tu te surcharges en te sentant responsable de tout, alors tu franchis une ligne invisible qui, à long terme, finit toujours par créer de la souffrance. En revanche, lorsque tu sais poser une limite avec fermeté et bienveillance, tu es en train de dire « cela aussi compte pour moi ». Et ça, c'est une forme de compassion. Pratiquer la compassion avec des limites, c'est être présent sans disparaître. C'est pouvoir dire « je te vois, je t'écoute, tu comptes pour moi ». Mais je ne vais pas porter ce que toi seul dois assumer. Et cette clarté ne t'éloigne pas de l'autre. Elle te rapproche de manière plus authentique, car tu es toi-même, sans masque, sans attente. Il existe une pratique bouddhiste appelée Tonglen qui aide à cultiver cette compassion consciente. Elle consiste à imaginer qu'en inspirant, tu accueilles la souffrance de quelqu'un, non pas comme un fardeau, mais comme une reconnaissance. Et qu'en expirant, tu lui renvoies du soulagement, de la compréhension, de la paix. Ce n'est pas le monde extérieur qui change, mais ta façon de te connecter. Et surtout, cela te permet de rester proche de la douleur, sans y rester prisonnier. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des gestes simples. Écouter sans chercher à tout conseiller, offrir ton aide, mais seulement jusqu'au point où tu ne trahis pas ton propre bien-être, dire non quand quelque chose te dépasse, faire confiance au fait que l'autre a aussi son chemin, ses ressources, son moment. Car tu n'es pas toujours appelé à être la solution de qui que ce soit. Parfois, tu n'es qu'un miroir, une étreinte, une présence qui ne juge pas. Et cela, même si cela semble peu, est immense. Car lorsque tu aides depuis cet espace pur et équilibré, ton énergie ne s'épuise pas. Ta compassion devient durable. Ton cœur reste ouvert mais enraciné. Il ne se disperse pas et ne se durcit pas. Il bat fort, mais avec une direction. Si un jour tu as senti que donner trop te brisait de l'intérieur, ce n'était pas de la compassion. C'était de l'oubli de toi. Et toi aussi, tu mérites ton soin, ton espace, ta propre présence. Car seulement quand tu es vraiment avec toi-même, tu peux être avec l'autre de façon authentique. La compassion,
Ce n'est pas le sacrifice, c'est la présence avec amour et avec des limites. C'est voir l'autre tel qu'il est, sans le porter ni le juger, mais c'est aussi te voir, toi, t'honorer, te soutenir. C'est seulement depuis cet espace-là que tu peux être une lumière qui accompagne sans jamais s'éteindre. La richesse de la simplicité. Comment moins peut apporter plus de paix? Dans un monde qui te pousse à vouloir toujours plus, à faire toujours plus, à montrer toujours plus. Choisir la simplicité devient alors un acte de rébellion, mais pas une rébellion bruyante ou agressive. C'est une rébellion silencieuse, née du désir de revenir à l'essentiel, d'arrêter de courir après ce dont tu n'as pas besoin, de cesser de remplir des vides avec des objets, des obligations ou des distractions. La simplicité n'est pas un manque, c'est un choix. Et lorsque tu l'as choisi, tu découvres que ce qui compte vraiment tient dans très peu d'espace. La sagesse bouddhiste enseigne depuis toujours que l'attachement au matériel est l'une des grandes sources de souffrance. Non pas parce que posséder est mauvais, mais parce que lorsque tu définis ta valeur par ce que tu possèdes, tu deviens fragile. Si ta paix dépend de ton téléphone dernier cri, de ton corps parfait ou du travail rêvé, tu vis dans une tension constante. Et tu ne réalises le prix de cette façade que le jour où tu choisis de la lâcher. C'est là que commence la sérénité. Quand tu comprends que tu n'as pas besoin d'avoir plus pour être bien, mais moins, avec plus de sens. Au Japon, il existe un concept appelé Dansha-ri, qui signifie littéralement refuser, séparer et abandonner ce qui est inutile. Cela ne concerne pas seulement le rangement matériel, mais la révision complète de ta vie, tes objets, tes habitudes, tes relations. Tu te poses alors des questions essentielles. Est-ce que cela m'apporte de la paix ou est-ce que cela me pèse? Est-ce que cela me représente ou m'alourdit? Est-ce que je l'ai choisi ou est-ce que je le traîne depuis des années? Quand tu te poses ces questions avec honnêteté, tu te rends compte que tu as trop de choses achetées par impulsion, trop de choses gardées par peur, trop de choses qui prennent de la place dans ton espace physique, mais aussi dans ton esprit et dans ton cœur. La simplicité volontaire, ce n'est pas vivre dans le manque, c'est vivre avec intention. C'est t'entourer uniquement de ce qui nourrit ton bien-être. C'est choisir la qualité plutôt que la quantité, la profondeur plutôt que l'apparence. C'est comprendre que ton temps vaut plus que ta liste de tâches, que ta tranquillité vaut plus qu'un agenda rempli, que ta liberté ne réside pas dans le fait d'avoir tout, mais dans le fait de ne pas tout désirer. Quand tu fais ce pas vers le simple, quelque chose de magique se produit. Le silence devient un ami. L'espace devient une source d'inspiration. Et le temps cesse d'être un ennemi, car tu ne le remplis plus de choses inutiles. Tu le consacres à ce qui nourrit vraiment. Lire, marcher, partager un moment avec quelqu'un sans regarder l'heure, te regarder toi sans te juger. Il en va de même pour les relations. Quand tu vis dans la simplicité, tu n'as plus besoin d'être entouré de beaucoup de monde pour te sentir exister. Tu recherches moins de liens, mais des liens plus vrais. Des relations où tu peux être toi-même, sans artifice, où la valeur ne se mesure ni à ce que tu donnes, ni à ce que tu montres, mais à ce que tu partages depuis ton cœur. Cette qualité humaine naît aussi du détachement, du fait de ne plus avoir besoin de prouver quoi que ce soit, du savoir que ta valeur ne dépend pas de l'extérieur, mais de ce qui vit à l'intérieur de toi. Et même dans ta consommation, ce changement se voit. Tu n'as plus besoin de temps de divertissement, de distraction ou de précipitation, car quand l'esprit s'apaise, il se met à savourer les petites choses, un café sans se presser, une conversation profonde, un après-midi sans plan. Et, même si cela paraît simple, c'est cela qui donne du sens, car la paix n'est pas dans le fait d'avoir tout, elle est dans la capacité à apprécier ce que tu as déjà. Travailler moins, se reposer davantage, choisir des projets qui t'inspirent, dire non sans culpabilité. Tu deviens plus libre, plus conscient, plus toi, car tu cesses d'être esclave de ce qui t'exige et tu deviens créateur de ce que tu choisis. Et tout cela ne veut pas dire partir vivre au fond d'une forêt. Tu peux vivre avec simplicité, même au cœur d'une ville. Tu peux avoir une maison remplie de calme, même si elle n'est pas grande. Tu peux travailler
avoir des objectifs, une famille, et malgré tout, choisir l'essentiel. Car la simplicité n'est pas à l'extérieur, c'est la manière dont tu vis. C'est savoir que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la connexion. Ce n'est pas avoir tout, mais savourer ce qui est juste. Ce n'est pas paraître parfait, mais se sentir en paix. Et une fois que tu découvres cela, tu ne l'échangerais pour rien au monde. La richesse de la simplicité, c'est qu'elle te ramène à toi. Et dans ce retour, tout commence à avoir plus de sens. Tu peux intégrer la sagesse bouddhiste à ta routine quotidienne sans changer de pays, sans quitter ton travail, sans faire une retraite d'un mois. La force de ces enseignements réside dans leur simplicité. Ils sont pratiques, accessibles et profondément humains. Il ne s'agit pas d'adopter une nouvelle religion, mais d'apporter de la conscience, de la compassion et de la présence dans ce que tu fais déjà. Le véritable changement se produit dans le quotidien, dans la manière dont tu vis tes matinées, dans la façon dont tu te parles à toi-même, dont tu réponds aux autres lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. L'une des façons les plus directes d'intégrer ces enseignements est de commencer par la respiration, non pas comme un exercice isolé, mais comme une ancre qui te ramène à l'instant présent. Tu peux choisir de petits moments pour revenir à ton corps, en entrant dans une réunion, en marchant dans la rue, en attendant dans une file. Tu respires et tu reviens. Cette pratique simple change ta relation au temps, au stress, à ton propre corps. Car au lieu de réagir dans l'urgence, tu réponds depuis le calme. Une autre manière est l'observation consciente de tes émotions. Quand tu ressens de la colère, de la peur, de la tristesse ou de l'anxiété, prends une pause et demande-toi « Quelle partie de moi a besoin d'attention maintenant ?» Cette question est déjà un acte de sagesse, car au lieu de t'identifier à ce que tu ressens, tu l'accompagnes. Et cela transforme l'émotion en information, en connaissance de soi, en croissance. Tu peux aussi transformer ton environnement physique. Tu n'as pas besoin d'un hôtel ou de bougies parfumées, mais tu peux créer des espaces qui t'inspirent le calme. Une table bien rangée, un coin lecture, une tasse que tu utilises uniquement pour tes moments de présence. Ce sont de petits détails qui activent ton intention de vivre plus consciemment. Et, répétés chaque jour, ils créent une atmosphère différente, plus douce, plus tienne. Peut-être le plus important, applique cette sagesse à tes relations. Demande-toi, est-ce que j'écoute vraiment ou est-ce que j'attends seulement pour répondre? Puis-je parler avec honnêteté sans blesser? Puis-je voir l'autre sans projeter mes peurs ou mes désirs? Vivre selon le bouddhisme, ce n'est pas parler doucement ou être toujours zen. C'est être authentique, conscient et compatissant avec les autres. Oui, mais d'abord avec toi-même. Car la vraie pratique n'est pas dans les livres ou les vidéos, elle est dans la façon dont tu te parles quand tu te trompes, dans la manière dont tu soutiens le silence quand quelqu'un t'irrite, dans le choix d'un mot bienveillant quand tu pourrais blesser. C'est ça, la sagesse appliquée. Et il n'est pas nécessaire d'être parfait, seulement d'être prêt à revenir encore et encore à ton centre. À la fin de la journée, peu importe combien de techniques tu apprends ou combien d'enseignements tu retiens, ce qui compte, c'est comment tu vis, comment tu choisis chaque pas, comment tu tiens debout quand il y a du bruit, et comment tu t'alignes avec ce que tu sais être bon pour toi. Le chemin n'est pas vers l'extérieur, il est vers toi. Merci d'être allé jusqu'au bout et d'avoir ouvert ton esprit à cette façon plus consciente d'être au monde. Si quelque chose que tu as entendu aujourd'hui a résonné en toi, mets-le en pratique. Pas tout d'un coup, juste un pas, celui qui résonne le plus avec toi. Et si ce contenu t'a apporté de la valeur, abonne-toi à la chaîne pour que l'on continue ensemble ce chemin vers plus de clarté, de calme et de connexion. Dis-moi en commentaire quel est l'enseignement que tu retiens et que tu vas appliquer dès aujourd'hui.